Bonsoir, bonjour plutôt. Martin Frigon, cinéaste. Pendant la réalisation de mon dernier documentaire, La Grande Invasion, qui porte sur les impacts du surdéveloppement dans les Laurentides, un article de Bernard Raymond paraît dans la revue Relations. Une phrase, entre autres, en dit long sur l'état des lieux et résume le sentiment général que plusieurs d'entre nous ressentons à l'égard de cette région. La route 117 et l'autoroute 15 traversent une sorte de musée des horreurs de l'aménagement. Sur près de 300 km, de la sortie du parc de la Vérandrie jusqu'à l'autoroute métropolitaine de Montréal, tout ce qui n'est pas la nature est uniformément laid. Cet enlaidissement généralisé du territoire n'est pas l'apanage exclusif des Laurentides. Il gagne aujourd'hui l'ensemble des municipalités du Québec. Mais dans les Laurentides, le phénomène est sans équivoque, frôlant la caricature. L'enlaidissement du monde, c'est pas une question strictement esthétique. L'enlaidissement généralisé du monde, c'est l'âge de la domination de la marchandise. Le capitalisme outrancier nous révèle aujourd'hui son incapacité à aménager un lieu habitable pour l'homme. Le capitalisme produit l'inhabitable. Il s'attaque aujourd'hui à l'habitat et au tissu social des communautés. Il s'attaque au toit qu'on a sur la tête. Facho. Pardonnez-moi la note dissidente, mais j'espère qu'ici, dans ce cas particulier, nous sommes arrivés à ce qui se termine. Retour aux Laurentides. Le cas du village Tremblant n'est qu'une des premières manifestations d'un phénomène qui avance à vitesse lumière. Perle on ne peut plus synthétique, accroché par la main de l'homme au Mont Tremblant, cet ancien village de Séraphins qu'on a revampé de A à Z, revampé de fond en comble, nous a été resservi en version hyper clinquante, complètement déquébécisé, transformé à grands frais en une espèce d'euro Disneyland nordique, Euro Disney canadien pour touristes pleins aux as. Plus au sud, Mirabel est la proie d'un ensemble de méga-projets qui viendront consolider l'emprise du tape à l'œil et du clinquant, l'avancée de la grande métropole jusqu'aux confins des pays d'en haut. Entre autres choses, un vaste country club automobile devrait voir le jour sur une partie inutilisée du tarmac. Frais d'adhésion, 35 000 $ par année. Bon, un autre projet aussi, toujours dans cette mouvance-là, Rêve Port, qui est aujourd'hui sur la glace, merci à la crise économique, tarde toujours à se réaliser. On y planifie un immense complexe récréo-touristique de 280 millions de dollars qui prévoit la construction d'un aquarium géant, de cinéma à l'intérieur du principal terminal de l'aéroport de Mirabel, une plage intérieure au climat tropical, accessible toute l'année, avec dômes géodésiques projetant les visiteurs sur des planètes imaginaires et des mondes insolites. Ce n'est pas tout. On projette une galerie commerciale, des jeux d'arcade, une discothèque karaoké aquatique, des restaurants gastronomiques, des bars, un musée, un hall d'exposition et un studio de télévision qui complètent les installations. Mais attention, ici aussi on voit grand. On parle de retailtainment, un néologisme typiquement américain qui relie les expressions commerce de détail et divertissement. Yeah! Ils l'ont l'affaire, les Américains. La rage du défunt revient me hanter, mais merci Falardeau d'avoir dénoncé tout ce ridicule qui nous... Cette vague déferlante, moi, dans mon film, je la nomme Grande Invasion. L'industrie du divertissement fait bon ménage avec les grandes chaînes américaines qui s'étendent déjà à l'infini sur le territoire du Québec. McDonald's, Future Shop, Walmart, Costco, Golf Town, Allstate, Brick, Costco, en tout cas, je l'ai dit 2 fois, Eggstyle, Empire Sport Home Sense, en tout cas. Ces multinationales, c'est de notoriété publique, mettent en péril l'économie des petites communautés et s'attaquent à l'idée même de la place publique. Parce que la privatisation du territoire, c'est aussi la privatisation de la place publique. La réduction du monde à sa dimension marchande. À chaque fois que je monte l'autoroute 15, j'assiste au spectacle désolant des grandes chaînes qui me vomissent, moi, l'indigène, et qui s'étendent à perte de vue, tel un corridor de panneaux publicitaires. Je pense à ces mots de Miron.
qui résonne encore aujourd'hui avec autant d'actualité. Tandis que tu t'avances, titubant de plus en plus, dans la plus gigantesque saoulerie d'irréel, ô mon schizophrène, dans le plus fantomatique des mondes, tu n'es plus qu'une fonction digestive à l'échelle de ta vie. L'envers de la performance économique. L'économie des Laurentides est la plus performante au Québec grâce, en fait, à son industrie récréo-touristique florissante. L'envers de toute cette richesse qui se manifeste par un boom immobilier sans précédent, c'est souvent la dépossession des populations locales. On n'en parle pas souvent. Allons-nous sacrifier les populations locales sur l'autel de l'industrie récréo-touristique? C'est ce que m'a demandé, inquiet et en colère, André Blanchette de Montpellier, à quelques kilomètres au sud de Tremblant, qui m'a dit « Allons-nous devenir les amuseurs publics du jet-set international dans notre belle région? » Le tourisme, c'est devenu la première industrie mondiale. Le tourisme est pratiqué par à peine 5 % des habitants de la planète. Une faible proportion de personnes dans le monde disposent des moyens d'être touristes. Comme l'automobiliste, par hasard, 80 % de la population mondiale n'utilise pas encore de voiture. Le touriste est un marginal destructeur. C'est le luxe d'une minorité dont l'impact concerne une majorité. Les Laurentides ont connu une telle popularité auprès des baby-boomers et des touristes que l'immobilier a été frappé d'une surenchère sans précédent. Le prix des maisons et des appartements est tel que les jeunes doivent aujourd'hui quitter leur région natale pour retrouver ailleurs des prix plus abordables. La municipalité de Saint-Sauveur, entre autres, est aux prises avec l'indice de vieillissement de la population le plus élevé au Québec. Pourquoi? Bien, parce que sa jeunesse est incapable de se loger dans un marché immobilier livré à la surenchère. C'est en train de devenir pareil à Montréal, dans plusieurs quartiers. Et bientôt, ceux qui sont propriétaires ne pourront même plus payer un compte de taxe foncière devenu le reflet d'une spéculation outrancière. Car au Québec, contrairement à la Nouvelle-Écosse et à certains pays scandinaves, la taxe foncière est le reflet des ventes spéculatives dans votre voisinage. Et cette vague ne dispense pas les locataires à qui on refile la facture. Aussi, j'ai trouvé ça intéressant, après les Inuits, la région des Laurentides détient le plus haut taux de décrochage scolaire au Québec. Raison, au royaume de la job-in, les jeunes préfèrent se placer rapidement sur le marché du travail. L'industrie récréo-touristique amène son lot d'emplois à petit salaire qui incite les jeunes à quitter l'école plus rapidement. L'envers de la richesse. Allons-nous revenir les porteurs d'eau d'antan? C'est bien ce vers quoi nous conduisent nos gouvernements inféodés à un pouvoir économique qui a démissionné du monde. Démissionné parce que l'élite de l'économie mondiale ne s'implique plus dans la cité et dans les villes qui pourtant les hébergent. Le néolibéralisme, c'est un système de pouvoir sans responsabilité. Exiger d'une multinationale qu'elle s'engage et aussitôt elle menace de s'expatrier. L'émancipation des communautés, le développement raisonné des villes ne sont plus au programme. La dérive américaine devrait pourtant suffire à nous mettre en garde. Aux États-Unis, le type d'emploi pour lequel on va recruter le plus d'ici 2018 sont, dans l'ordre, caissiers, vendeurs, serveurs, préparateurs alimentaires. Aucun de ces emplois ne nécessite un diplôme universitaire. Aujourd'hui, donc, le système d'éducation américain ne peut même plus freiner la croissance du fossé socio-économique qui divise la population. Pour lutter contre cette dérive, il faut aller aux racines du problème, le rétrécissement programmé du marché du travail. Le développement urbain à l'américaine, dominé par les grandes multinationales, c'est exactement ça. Le laminage des modes de vie, la dissolution du monde. Cette mouvance, qui prend des allures de Tchernobyl culturel, emporte tout ce qui donne un caractère distinctif au territoire. Elle s'attaque à la diversité. Les villes tendent de plus en plus à se ressembler, où que vous posiez les pieds en Amérique. Des projets sans distance aucune, pensés ailleurs dans le monde, viennent se greffer au territoire et bientôt déclasser les anciens développements. Une architecture passe-partout qui tient plus compte du site des habitants, qui ne s'intéresse plus qu'à la rentabilité, finalement. Puis à côté de ces parcs immobiliers-là qui s'avancent et qui font table rase, nous assistons à la standardisation de la consommation publique. Un réseau mondial de magasins vendant les mêmes biens dans le même genre d'espace, qu'ils soient à Manille, Mexico ou à Londres. C'est difficile de s'attacher à une boutique spécifique de la chaîne Gap ou Banana Republic. La standardisation produit l'indifférence. Les acquis d'une histoire partagée et d'une mémoire collective s'effacent devant la neutralité de ces espaces publics. La consommation standardisée attaque les références locales.
Des économistes canadiens nous rappellent que d'ici 2015, 75 des grands magasins au Canada vont appartenir, en fait, aux Américains, aux grands magasins américains. Des possessions économiques totales. Et comme si ce n'était pas assez, ces développements sont subventionnés par nous. Hostie. Tremblant aussi. Tremblant coûte centaines de millions de dollars pour aider les millionnaires à s'acheter des maisons qui donnent ensuite le pas aux valeurs immobilières et qui foutent les gens à la porte. Sommes-nous les artisans de notre propre dépossession? L'urbaniste Pierre Thibault estime qu'au cours des 6 dernières années, la superficie totale de tous ces power centers construits en Amérique du Nord, ça représente l'équivalent de la Belgique, pavé mur à mur. Il n'y a plus d'autre réalité que le décor. Il n'y a plus de monde, mais une reproduction à l'infini du même modèle de maison, bâtiment, édifice qui transforme la Terre en un immense lotissement. Ce développement sauvage emporte dans son sillage des pans entiers de notre culture et de notre mémoire. Ce courant de l'urbanisme, en faisant primer les intérêts du privé sur ceux de la collectivité, fait du promoteur l'architecte de notre développement. Les développeurs qui nous ont confisqué le développement des cités rappellent combien l'architecture et l'urbanisme ne sont pas des activités économiques comme les autres, mais des pratiques éminemment politiques. Elle participe au cadre de vie des citadins, tout comme elle exprime un moment culturel de la civilisation dans lequel elle se manifeste. Dans la plupart des pays du monde, ces activités sont aujourd'hui confisquées par une poignée de décideurs et de professionnels qui bénéficient d'une étrange et choquante impunité. Le scandale de la corruption au Québec, c'est ça. C'est la manifestation par excellence de ce mal-développement érigé en système. Le promoteur roi. Au Québec, les élus municipaux sont maintenant sont maintenus en otage par une prison fiscale. Le financement des municipalités au Québec passe essentiellement par le foncier. Dans cette perspective, beaucoup d'élus municipaux cherchent à agrandir leurs revenus en attirant de plus en plus de power centers, de plus en plus de contribuables fortunés, des maisons, des développements domiciliaires haut de gamme. La venue des contribuables fortunés a comme conséquence de transférer le fardeau fiscal aux gens de la place d'origine plus modeste. L'impôt foncier est devenu l'instrument local d'un système économique injuste et régressif. L'impôt foncier est la forme d'imposition la plus régressive qui existe, une forme d'imposition désuète qui annule une partie importante des bénéfices réalisés par l'impôt sur le revenu. L'impôt foncier transfère la richesse des pauvres vers les riches, annulant ainsi en partie l'effet redistributif de l'impôt sur le revenu, pierre d'assise de la social-démocratie. Ce visage régressif de l'impôt est en tout point conforme au mot d'ordre néolibéral. Il faut prendre l'argent dans la poche des pauvres. Ils n'en possèdent pas beaucoup, mais ils sont nombreux.